Sandra Bullock a fait croire à l'Amérique que le courage pouvait sourire au milieu du chaos. Pendant des décennies, elle a apporté chaleur, humour et résilience à des films adorés du public, devenant l'une de ces rares stars que les spectateurs avaient l'impression de vraiment connaître. De Speed à The Blind Side, en passant par Gravity, elle a bâti une carrière sur des personnages qui avançaient coûte que coûte, peu importe la difficulté du chemin. Pourtant, certains des chapitres les plus difficiles de sa propre vie se sont déroulés loin des caméras et des tapis rouges. La nuit où elle a reçu son Oscar, le monde a vu un triomphe. Peu de gens auraient pu imaginer que les années suivantes lui demanderaient plus qu'aucun rôle n'aurait jamais pu le faire. Pendant que Brian Randall, l'homme qu'elle appelait l'amour de sa vie, vivait discrètement avec la SLA, Sandra s'est peu à peu éloignée d'Hollywood, choisissant de passer du temps avec ses enfants plutôt que la célébrité. Ce n'est qu'après la mort de Brian que le public a commencé à comprendre à quel point de chagrin s'était caché derrière ce silence. Aujourd'hui, alors que Practical Magic 2 doit la ramener sur les écrans le 11 septembre 2026, une question demeure. Sandra Bullock revient-elle vers les feux de la rampe qu'elle avait autrefois quittée ou apprend-elle à porter un deuil qui ne s'en va jamais vraiment? Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez-nous pour découvrir les triomphes, les chagrins et la force tranquille qui traversent l'extraordinaire vie de Sandra Bullock. Mais bien avant qu'Hollywood et le deuil ne mettent sa résilience à l'épreuve, Sandra Bullock était une petite fille qui apprenait à trouver sa place dans des endroits qui ne restaient jamais les mêmes bien longtemps. Née Sandra Annette Bullock, le 26 juillet 1964 à Arlington, en Virginie. Elle a grandi dans une famille façonnée par la musique, la discipline et un mouvement perpétuel. Sa mère, Helga Mayer, était une chanteuse d'opéra allemande, tandis que son père, John Bullock, avait servi dans l'armée avant de devenir professeur de chant. Pendant les 12 premières années de sa vie, Sandra a fait de nombreux allers-retours entre la Virginie et plusieurs villes européennes, notamment Nuremberg, Vienne et Salzbourg, au gré des exigences de la carrière de sa mère. Lorsque Helga se produisait, Sandra restait souvent chez des proches en Allemagne, fréquentait une école Waldorf locale et apprenait l'anglais avec un tuteur. La maison n'était rarement une adresse fixe. C'était plutôt une voie familière, une réunion de famille ou le réconfort de retrouver les gens qu'elle aimait après un nouveau voyage. Dans les maisons d'opéra, grâce à son éducation, elle chantait dans une chorale d'enfants, tenait de petits rôles dans certaines productions de sa mère et passait d'innombrables heures parmi les costumes, les salles de répétition et les coulisses. Le public voyait de la beauté sous les projecteurs. Sandra, elle a vu tout ce qui se passait avant la discipline, la répétition et le sacrifice nécessaire pour créer une performance qui paraissait sans effort. Elle a étudié le ballet et le chant, apprenant que le succès n'était presque jamais le fruit du seul talent. Bien avant qu'Hollywood ne connaisse son nom, elle avait déjà appris la différence entre les applaudissements publics et la persévérance privée. Pourtant, une enfance entourée de musique ne lui a pas toujours donné un sentiment d'appartenance. Lorsque la famille de Sandra est finalement rentrée aux États-Unis, elle a emporté avec elle un autre monde dans les salles de classe américaines. Son allemand parfait des traces d'accent européen et les vêtements que sa mère préférait la faisaient souvent paraître différentes des enfants autour d'elle. Elle voulait ce que beaucoup de jeunes veulent, s'intégrer sans avoir à s'expliquer. Au lieu de cela, elle se sentait souvent tiraillée entre deux identités américaines de naissance et européennes d'expérience. Elle savait ce que c'était que d'entrer dans une pièce en se demandant si les autres la considéraient comme l'une des leurs. Ces années ont fait des pièces inconnues une constante de l'enfance de Sandra. Elle passait sans cesse de l'allemand à l'anglais des écoles européennes aux classes américaines des maisons d'opéra à la vie familiale ordinaire. Des années plus tard, elle se souvenait d'avoir passé de longs moments dans les ateliers de costumes pendant que sa mère travaillait entourée de tissus de maquillage et d'artistes, se préparant à devenir quelqu'un d'autre sous les lumières. Quand Sandra retournait à l'école, son accent, ses habitudes et ses vêtements pouvaient la faire remarquer comme différente avant même qu'elle n'ait prononcé plus de quelques mots. Chaque déménagement exigeait un nouvel ajustement, écouter attentivement, apprendre les règles d'un nouvel endroit et paraître à l'aise avant même de l'être vraiment. Beaucoup des femmes qu'elle incarnerait plus tard porteraient cette même tension, assez capables pour continuer d'avancer, assez drôles pour désarmer les autres et assez vulnérables pour laisser le public entrevoir l'incertitude sous la confiance apparente. La fillette qui passait d'un pays à l'autre, d'une langue à l'autre, d'une école à l'autre, d'une maison d'opéra à l'autre, est finalement devenue une actrice en qui des millions de gens avaient confiance. À ce moment-là, elle comprenait déjà la distance entre la performance achevée et tout ce qui se cachait derrière. Elle avait chanté dans une chorale d'enfants attendue dans les coulisses, étudié le ballet et le chant appris en 2 langues, et sans cesse dû retrouver ses repères dans de nouveaux endroits. Les applaudissements ne venaient qu'après les répétitions. La confiance devait souvent être travaillée avant de pouvoir être ressentie. L'appartenance n'était pas toujours une adresse permanente ou un seul pays.
Parfois, c'était la capacité d'emporter avec soi des gens familiers, des souvenirs et des rituels dans un lieu inconnu. Sandra Bullock n'a pas trouvé un seul monde qui effaçait tous les autres. Elle a appris à se déplacer entre eux sans jamais complètement abandonner une partie d'elle-même. Sandra Bullock n'a pas grandi dans la pauvreté, mais la vie qu'elle voulait exigeait qu'elle échange la sécurité contre l'incertitude. Née dans une famille façonnée par la musique et la discipline, avec une mère chanteuse d'opéra et un père professeur de chant, et ancien militaire, elle aurait pu choisir une voie plus sûre. Au lieu de cela, en 1986, alors qu'il ne lui restait que quelques crédits à valider dans son programme de théâtre à l'université East Carolina, elle est partie pour New York pour suivre le métier d'actrice, complétant plus tard les exigences de son diplôme de licence en beaux-arts. La ville ne connaissait pas son nom. Elle n'offrait aucune promesse que la détermination serait récompensée. Sandra a travaillé comme barmaid serveuse et préposée au vestiaire, tout en étudiant le jeu d'acteur, en parcourant les pages de backstage et en se présentant aux auditions ouvertes partout où une nouvelle chance se présentait. Elle entrait dans des salles bondées d'artistes visant les mêmes rôles limités et repartait souvent en sachant que quelqu'un d'autre avait été choisi. Des années plus tard, Sandra se souvenait que les directeurs de casting avaient du mal à la classer. À différentes époques, on la trouvait tantôt trop typée, tantôt pas assez trop décalée pour un rôle, pas assez ingénu pour un autre. Mon type n'était pas à la mode, se souvenait-elle, mais le rejet ne l'a pas fait reculer. J'aimais le rejet, a-t-elle admis, parce qu'il me rendait plus compétitive. 6 années à New York sont devenues le socle invisible de la confiance que le public reconnaîtrait plus tard chez elle. Elle ne cherchait pas seulement un rôle, elle découvrait jusqu'où elle était prête à se battre pour en obtenir un. Un premier rôle off-Broadway dans No Time Flat a offert l'un des premiers signes que son travail pouvait percer. La pièce n'a duré que peu de temps, mais le critique John Simon a remarqué sa prestation, et cette reconnaissance l'a aidé à obtenir un agent et de nouvelles opportunités. Ce n'était pas la victoire qu'elle avait imaginée en arrivant à New York, mais c'était la preuve que la persévérance pouvait laisser une trace. Avant que des millions de personnes ne connaissent son nom, Sandra avait déjà appris à continuer malgré les petits boulots, les productions éphémères, les lawyers incertaines et les auditions restées sans réponse. Une critique favorable pouvait ouvrir une porte sans garantir qu'une autre suivrait. Le travail exigeait qu'elle retourne sans cesse dans des salles où la reconnaissance devait être regagnée depuis le début. Les années 1980 n'ont pas récompensé cette fois rapidement. 16 premiers films, dont Hangman Religion Inc. et Who Shot Patakango sont passés inaperçus, avant de disparaître laissant Sandra toujours en attente du rôle qui pourrait la distinguer des nombreux artistes qu'Hollywood remarquait puis oubliait. Chaque projet lui apportait de l'expérience mais aucun ne lui apportait de sécurité. En 1993, Demolition Man l'a enfin placée dans une grande production de studio face à Sylvester Stallone et Wesley Snipes. Le producteur Joel Silver a été impressionné par son audition et l'a plus tard recommandé au réalisateur John DeBon pour Speed. Le studio restait sceptique. Sandra se souvenait que quelques jours seulement avant qu'elle n'obtienne le rôle, les dirigeants répétaient encore « non, non, non », tandis que DeBon continuait de répondre « oui, oui, oui ». L'actrice qu'on avait longtemps trouvée difficile à classer dépendait à nouveau du regard d'une seule personne pour voir ce qu'une salle entière n'avait pas su reconnaître. Cette insistance l'a placée au volant du film qui allait changer sa vie. En 1994, Speed a transformé Annie Porter en bien plus qu'une simple passagère prise au piège dans un bus fou. Sandra a donné au personnage humour, peur, intelligence et chaleur tandis que sa alchimie avec Keanu Reeves devenait inoubliable. Le film a rapporté environ 350 millions de dollars dans le monde. Et l'actrice qu'Hollywood avait eu tant de mal à situer s'est soudain retrouvée reconnue partout. En 1985, While You Were Sleeping a achevé une transformation qui avait pris près d'une décennie à se construire. L'Amérique ne voyait plus seulement une actrice à succès, elle voyait quelqu'un de familier, sincère, vulnérable et suffisamment proche pour qu'on lui fasse confiance. Les qualités que les directeurs de casting jugeaient autrefois difficiles à définir sont devenues celles que le public appréciait le plus. Sandra Bullock n'avait pas atteint les premiers rôles en effaçant ce qui la rendait différente. Hollywood venait enfin de découvrir à quel point le public y était sensible. Avant que le monde ne décide qu'elle avait sa place, Sandra avait déjà passé des années à refuser de partir. Le chapitre suivant de la carrière de Sandra Bullock a commencé lorsqu'elle a cessé d'attendre qu'Hollywood la choisisse et a commencé à se choisir elle-même. Après l'incertitude de New York et la percée soudaine de Speed, elle a compris que le succès pouvait disparaître aussi vite qu'il était arrivé à moins qu'elle n'obtienne une voix derrière la caméra. En 1995, elle a fondé Fortis Films, transformant sa visibilité en pouvoir créatif. Avec Hope Floats Miss Detective et 2 Weeks Notice, Sandra n'était plus seulement l'actrice qui portait un film. Elle contribuait à façonner les histoires, le ton, le casting et les personnages associés à son nom. Fortis lui a donné les moyens de soutenir des projets qui, entre d'autres mains,
auraient pu être réorientées ou abandonnées. Son influence s'est aussi étendue à la télévision. En tant que productrice exécutive de George Lopez, elle a aidé à faire naître sur ABC une sitcom familiale portée par des acteurs latinos qui a duré 6 saisons. George Lopez a dit plus tard que Sandra avait changé le cours de sa vie simplement parce qu'elle croyait qu'il était drôle. La société représentait donc plus qu'une indépendance pour une seule actrice. Elle montrait que la femme à qui l'on avait dit que son type n'était pas à la mode pouvait utiliser sa place à Hollywood pour faire de la place à une autre voix. Une plus grande influence n'a pas protégé Sandra de l'échec. Elle est revenue pour Speed 2 Cruise Control sans Keanu Reeves, et la suite est devenue l'un des films les plus critiqués de sa carrière. Des années plus tard, elle admettait que cela l'embarrassait encore, car l'histoire n'avait aucun sens, plaisantant qu'une poignée de personnes seulement avaient peut-être aimé le film. Pourtant, cette décision portait une raison plus révélatrice que l'échec lui-même. Sa participation avait permis d'obtenir le soutien nécessaire à Hope Floats, un film plus intimiste auquel elle croyait profondément et qu'elle a produit via Fortis. Sandra avait accepté le risque du ridicule public pour la chance de réaliser quelque chose de personnel. Ce marché n'a pas sauvé Speed 2, mais il a révélé le genre de carrière qu'elle essayait de construire. Une carrière où une obligation commerciale pouvait servir à ouvrir la voie à une histoire que le marché aurait autrement ignorée. L'échec faisait partie du prix de la liberté créative, non la preuve qu'elle devait y renoncer. Elle a continué de naviguer entre comédie, romance, drame et action, refusant de laisser une seule déception publique définir les limites de son talent. Cette persévérance a fini par la mener à The Blind Side. Dans le rôle de Leanne Twohy, Sandra s'est éloignée de la comédie physique nerveuse à laquelle le public l'associait, livrant une prestation plus maîtrisée et plus forte. Le 7 mars 2010, elle a reçu l'Oscar de la meilleure actrice. Cette reconnaissance a transformé des années de rejet, de réinvention, de petits boulots, de risques commerciaux et de persévérance créative en la distinction la plus visible qu'Hollywood pouvait offrir. Pourtant, cette réussite ne clôturait pas l'histoire de sa carrière. Gravity lui demanderait plus tard de porter une grande partie du film seul, transformant souffle, silence, isolement et deuil en une performance de survie qui lui vaudrait une nouvelle nomination aux Oscars. E.T. Heiderite, le film a dépassé 700 millions de dollars de recettes mondiales. Son contrat, selon les informations rapportées, comprenait 20 millions de dollars d'avance, ainsi qu'un pourcentage des recettes du film, preuve que l'ancienne serveuse et préposée au vestiaire était devenue l'une des rares actrices capables de négocier sur la seule force de son nom. Bird Box l'a menée vers l'ère du streaming dans le rôle d'une mère guidant 2 enfants à travers un monde qu'ils ne pouvaient regarder sans danger. Dans The Unforgivable, elle a abandonné la chaleur que le public attendait d'elle pour incarner une femme sortant de prison dans une société peu disposée à lui pardonner. The Lost City l'a ramenée à la comédie grand public et à l'aventure spectaculaire, se hissant à la première place du box-office nord-américain, prouvant que près de 3 décennies après Speed, le public la suivait encore. Sandra avait survécu au rejet, à la célébrité soudaine, à l'embarras commercial, à la réinvention et à la pression que subissent les actrices pour disparaître en vieillissant. Mais le coût total de ce parcours ne peut se comprendre uniquement à travers les films qui ont suivi. Pour comprendre pourquoi l'Oscar est devenu bien plus qu'un jalon professionnel, il faut revenir à la nuit où elle l'a reçu, quand la plus haute distinction de sa vie publique côtoyait un avenir privé que presque personne dans la salle ne pouvait deviner. Aucun triomphe dans la vie de Sandra Bullock n'est jamais venu sans un prix caché, et la nuit où elle a reçu l'Oscar pour The Blind Side l'a révélé plus clairement que jamais. Après des années d'auditions incertaines et un combat discret pour se faire une place à Hollywood, Sandra s'est tenue sur la plus grande scène du monde le 7 mars 2010. Pendant quelques minutes inoubliables, tout lui appartenait. Les applaudissements ont rempli la salle, les caméras ont capturé son sourire, et l'Amérique a vu la femme qu'elle aimait depuis des années, talentueuse, chaleureuse et sincère. Pourtant, la célébration a été suivie presque immédiatement d'une crise publique dans son mariage. En quelques jours, des révélations sur l'infidélité de Jesse James ont émergé, liant à jamais le moment professionnel le plus heureux de sa carrière à l'un des chapitres les plus douloureux de sa vie privée. Mais avant même ces révélations, Sandra avait déjà entamé le rôle le plus important de sa vie. En janvier 2010, quelques semaines seulement avant la cérémonie des Oscars, elle a accueilli discrètement un garçon de 3 mois, venu de la Nouvelle-Orléans dans sa vie qu'elle a nommé Louis. L'adoption est restée secrète tout au long de la saison des récompenses. Le soir où Hollywood la célébrait, une petite chaussette vert citron de Louis n'arrêtait pas de glisser de son sac, et les gens la lui rendaient sans cesse, sans savoir pourquoi elle la gardait sur elle. Sandra la remettait dans son sac et poursuivait la cérémonie sans révéler à qui elle appartenait. L'Oscar restait visible sous les lumières, Louis restait protégé loin d'elle.
Pendant que la salle applaudissait l'accomplissement de sa carrière, le plus petit objet qu'elle portait sur elle appartenait à l'enfant qui avait déjà commencé à changer le sens de tout l'attendant une fois les caméras éteintes. Puis la vie a changé de direction. Au lieu d'entrer dans un chapitre paisible, Sandra s'est retrouvée à protéger la famille qu'elle venait tout juste de commencer à bâtir. Le mariage s'est terminé sous le regard du public et l'avenir qu'elle avait imaginé pour Louis est devenu incertain. Les caméras cherchaient des réponses et les gros titres se multipliaient. Mais Sandra a poursuivi l'adoption en tant que mère célibataire. Elle n'a pas fait de l'arrivée de Louis un élément du scandale entourant son mariage. Elle a choisi la discrétion, la stabilité et la responsabilité de construire un foyer qui ne dépendrait pas de l'histoire publique qui se déroulait autour d'elle. Lockman l'avait célébré pour une performance à l'écran, mais les mois qui ont suivi exigeaient en quelque chose qu'aucun public ne pouvait applaudir. S'occuper d'un nourrisson tout en séparant le triomphe professionnel de la trahison publique, l'Oscar restait un jalon, mais il ne demeurait plus seul dans le souvenir que Sandra gardait de cette année-là. À ses côtés se trouvait Louis, le mariage qui prenait fin. Était la décision de poursuivre l'adoption en tant que mère célibataire, pendant que le monde scrutait l'effondrement de sa vie privée. La même année où Hollywood l'a nommée meilleure actrice, elle a commencé à bâtir une famille dans des circonstances qu'elle n'avait jamais prévues. Sandra avait passé des années à prouver qu'elle avait sa place à l'écran. Ce qui a suivi était plus discret et plus immédiat: nourrir un nourrisson, protéger son intimité, créer une routine et devenir le parent stable dont il avait besoin, alors que presque tout autour d'eux changeait. La statue témoignait de ce qu'elle avait accompli avant cette nuit-là. Louis allait déterminer où sa vie irait ensuite. La sécurité peut disparaître en un instant, et le 8 juin 2014, Sandra Bullock a appris à quel point un foyer peut cesser rapidement de ressembler à un refuge. Elle se trouvait dans sa maison de Los Angeles, lorsqu'un intrus, Joshua James Corbett, est entré sur la propriété. Sandra s'est réfugiée dans un placard, en a verrouillé la porte derrière elle et a appelé le 911. Il n'y avait ni caméra, ni scénario, ni personnage entre elle et la peur. L'actrice connue pour incarner des femmes qui gardaient leur sang-froid sous la pression était seule à écouter et à attendre dans l'endroit où elle pensait être le plus en sécurité. Plus que tout, elle était soulagée que Louis ne soit pas là. Sandra a expliqué plus tard que c'était le seul soir où leur nounou avait proposé de le garder dans son appartement tout proche parce que Sandra rentrerait tard. Le placard où elle s'était réfugiée avait autrefois été la chambre de Louis. S'il avait été à la maison, a dit Sandra, elle aurait couru vers cette même pièce et cela aurait changé leur destin à jamais. La police a arrêté Corbett sur la propriété, mais la fin du danger immédiat ne lui a pas rendu la personne qu'elle était avant. Des années plus tard, Sandra a décrit les suites de cette nuit sans les adoucir. Je n'étais plus la même après ça. Je me défaisais. Les réactions pouvaient en surgir sans prévenir. Il lui arrivait de regarder dans une direction depuis une voiture en mouvement et de se mettre soudain à pleurer, incapable au début de comprendre pourquoi son corps réagissait avant même que son esprit ne l'ait rattrapé. Elle craignait que Louise, alors élevée par une mère célibataire, n'absorbe la peur, le traumatisme et la honte qu'elle portait. Sandra a cherché de l'aide par le biais de la thérapie EMDR, désensibilisation et retraitement, par les mouvements oculaires qu'elle a plus tard qualifié de traitement le plus salvateur qu'elle ait trouvé. Le processus l'obligeait à retourner mentalement dans le placard et à revivre les sons de cette nuit-là guidés par une stimulation bilatérale. D'autres souvenirs et relations où elle s'était sentie en insécurité remontaient aussi à la surface. La police avait retiré l'intrus de la maison, mais le rétablissement s'est poursuivi dans les voitures, les conversations, les séances de thérapie et les moments ordinaires où le souvenir ressurgissait. À travers tout cela, une source de soulagement était restée constante. Louis n'avait pas été dans la maison cette nuit-là. Dès 2015, Sandra Bullock avait déjà appris que la célébrité pouvait rendre une vie visible sans la rendre sécurisante. Devenue mère de Louis en 2010, elle a centré sa vie privée sur la stabilité et le sentiment d'appartenance qu'Hollywood ne pourrait jamais garantir. Cette année-là, le photographe Brian Randall est entré dans ce monde lorsqu'il a été engagé pour photographier le 5e anniversaire de Louis. Ce qui avait commencé comme une rencontre professionnelle s'est transformé en une relation restée largement à l'abri des projecteurs hollywoodiens. Il a appris à connaître Sandra non seulement en tant qu'actrice oscarisée, mais aussi en tant que mère bâtissant une famille après des années de bouleversements publics. Cette même année, Sandra a adopté Lila, issue du système de placement familial. Brian avait déjà une fille aînée, et la relation est peu à peu devenue une famille recomposée de 5 personnes. Sandra a plus tard décrit ce qu'il représentait pour elle sans se cacher derrière des mots prudents. « J'ai trouvé l'amour de ma vie ». Elle a aussi précisé clairement que le mariage n'était pas la mesure de leur engagement. « Je n'ai pas besoin d'un papier pour être une partenaire dévouée et une mère dévouée », a-t-elle dit.
Leur relation reposait sur la parentalité, la présence et la décision de partager la responsabilité des enfants qu'ils aimaient. Sandra parlait de Brian comme d'un homme patient et profondément impliqué, le genre d'exemple qu'elle voulait que ses enfants gardent avec eux. Brian n'est pas entré dans son histoire comme une nouvelle romance publique. Il est devenu partie intégrante de la vie familiale qu'elle avait passé des années à protéger. En 2020, Brian a reçu un diagnostic de SLA, une maladie évolutive qui prive peu à peu une personne du contrôle de ses mouvements volontaires. Il a choisi de garder la maladie privée et la famille a respecté cette décision pendant 3 ans. Les détails publics concernant ces années sont restés délibérément rares. Ce qui a été révélé l'a été en grande partie après sa mort, lorsque la sœur de Sandra, Gesine Bullock Prado, a décrit Sandra comme une aidante extraordinaire et a évoqué les infirmières qu'elle avait réunies pour aider à soigner Brian à domicile. Cette déclaration n'a confirmé que ce que la famille était prête à partager. Sandra était restée à ses côtés, tout en protégeant l'intimité qu'il avait demandé à préserver. Lorsque Sandra a annoncé une pause dans sa carrière d'actrice en 2022, elle n'a pas publiquement désigné l'état de Brian comme la raison. Elle a plutôt parlé de maternité, d'épuisement et du besoin d'être présente à la maison. « Je veux être à la maison », a-t-elle dit, expliquant qu'elle ne voulait plus courir sans cesse d'un projet à l'autre. Le public a entendu une femme choisir de passer du temps avec ses enfants. Ce n'est qu'après la mort de Brian que le monde a compris que la famille traversait aussi une épreuve médicale privée. Les deux réalités appartenaient à la même période, mais Sandra n'a jamais présenté sa maladie comme l'explication de chacun de ses choix. Brian est mort le 5 août 2023, à 57 ans, après avoir vécu 3 ans avec la SLA. Sa famille a annoncé qu'il avait choisi de garder ce parcours privé et a remercié les médecins et infirmières qui avaient partagé le fardeau de ses soins. Pour Sandra, cette perte n'était pas simplement la fin d'une histoire d'amour. C'était la perte de l'homme en qui elle avait eu confiance au sein de la famille qu'elle avait bâtie. Le partenaire qu'elle croyait offrir à ses enfants un exemple de patience, d'engagement et d'amour. 8 années passées ensemble avaient réuni 3 enfants au sein d'une même famille. Puis était venue une maladie vécue en silence et un dernier adieu que la famille a refusé de transformer en spectacle public. Il n'y a eu aucune interview retraçant chaque sacrifice, ni aucune tentative de faire de la maladie une histoire hollywoodienne. Le silence entourant ces années appartenait d'abord aux souhaits de Brian, et Sandra les a honorés, même lorsque le public ne pouvait comprendre tout le poids que sa famille portait. La vie de Brian avec Sandra dépassait largement la maladie qui y a mis fin. Avant la SLA, il était le photographe venu pour un anniversaire et devenu membre de la famille. Pendant la maladie, il est resté l'homme que Sandra appelait l'amour de sa vie et le partenaire dont la présence donnait à ses enfants un sentiment de foyer plus fort. Après des années passées à reconstruire un sentiment de sécurité et d'appartenance, Sandra avait trouvé quelqu'un qui rendait ce travail partagé. La mort de Brian a laissé à la famille la vie qu'ils avaient bâtie ensemble, mais sans l'homme qui avait aidé à en maintenir le rythme quotidien. Leur amour n'avait pas échoué et leur engagement ne s'était pas affaibli. La SLA avait simplement pris le temps que ni le dévouement, ni les soins, ni l'intimité qu'ils protégeaient n'auraient pu prolonger. Le deuil brut avait à peine commencé à s'installer lorsque le nom de Sandra Bullock a été entraîné dans une nouvelle tempête publique. Brian Randall est mort le 5 août 2023. 9 jours plus tard, Michael O'Hare a déposé une requête contestant la tutelle liée à l'histoire vraie derrière The Blind Side, affirmant que Sean et Leigh-Anne Tuohy l'avaient trompé et avaient profité de son nom et de son image. Les Tuohy ont nié tout acte répréhensible. Sandra n'était pas partie à l'affaire et n'avait joué aucun rôle dans la création de cet arrangement juridique. Pourtant, sa performance oscarisée était devenue si étroitement associée au film que son nom est revenu à la une pendant qu'elle pleurait l'homme qu'elle appelait l'amour de sa vie. Certains internautes ont même exigé qu'elle rende son Oscar, comme si une actrice pouvait être tenue responsable d'accords conclus en dehors du tournage et sans son implication. Un film qui avait autrefois représenté la plus haute reconnaissance professionnelle de sa carrière était soudain utilisé pour la placer au cœur d'une controverse qui n'était jamais la sienne. Le moment donnait à ce tumulte une cruauté qu'il n'aurait peut-être pas eu autrement. Pendant que le public se disputait au sujet d'un film, Sandra vivait l'absence de l'homme qui l'avait aidé à bâtir une famille. Le 29 septembre 2023, un juge du Tennessee a mis fin à la tutelle, tandis que les procédures ultérieures continuaient de traiter les comptes financiers, les paiements et l'utilisation du nom, de l'image et de la ressemblance d'O'Hare. 16 réclamations concernaient O'Hare et les Tuohy, pas Sandra. Elle n'a pas répondu au tumulte par une défense publique et n'a pas cherché à détourner l'attention du droit d'O'Hare de contester l'histoire de sa propre vie. Les faits restaient clairs. Sandra avait interprété un rôle, remporté un Oscar pour cette performance, et n'avait aucun lien avec les arrangements juridiques privés, désormais sous le feu des projecteurs.
Ce qui rendait ce moment douloureux n'était pas que la controverse ait été créée pour la blesser, mais qu'elle survienne, alors que le deuil avait déjà réduit sa vie à ses responsabilités les plus immédiates. Brian n'était plus là. Ses enfants avaient toujours besoin de stabilité. Le travail pouvait attendre. L'opinion publique pouvait aller où bon lui semblait. La controverse pouvait changer la façon dont certains spectateurs se souviendraient de The Blind Side, mais elle ne pouvait pas définir les choix que Sandra faisait au-delà de l'écran. Protéger sa famille, respecter les limites de l'histoire d'une autre personne, et laisser le chagrin suivre son propre rythme, avant de décider si Hollywood avait encore une place dans la vie qu'elle essayait de reconstruire. En 2026, Sandra Bullock reste l'une des figures les plus reconnaissables d'Hollywood, mais la mesure de sa vie ne se limitait plus aux films ou aux récompenses. Assundu Hans, la femme qui autrefois enchaînait les auditions incertaines à New York, a repris le travail après 4 ans d'absence. Elle incarne à nouveau Sally Owens et produit Practical Magic 2, dont la sortie en salle est prévue le 11 septembre 2026. Son retour n'est pas un rejet de la vie privée qu'elle a protégée. Il est possible parce que cette vie est venue en premier. Lorsque Sandra a expliqué le calendrier du projet, elle a parlé avec la clarté d'une mère qui avait réorganisé sa réussite autour de ses enfants. « J'élève mes enfants, pas à quelqu'un d'autre », a-t-elle dit, reconnaissant qu'elle avait organisé le tournage autour de leur emploi du temps scolaire. Louis et Lila sont restés au centre de la décision. Après la mort de Brian Randall, Sandra est demeurée proche de ses enfants avant de revenir progressivement sur le devant de la scène. Elle n'est pas revenue parce que le deuil avait disparu. Elle est revenue selon des conditions qui permettaient à la famille de rester au centre de la vie qu'elle reconstruisait, ce qui change le sens même de ce retour. Hollywood avait autrefois représenté la destination pour laquelle Sandra s'était battue. En 2026, ce n'était plus qu'une partie d'une vie plus vaste, importante, créative, encore exigeante, mais qui n'avait plus le droit de décider de ce qui comptait le plus. Practical Magic 2 est la réunie avec Nicole Kidman, et un film que le public porte en lui depuis près de 3 décennies. Il la ramène aussi vers une histoire de femme, de famille et de douleur transmise, et de la possibilité de briser ce qu'une génération ne veut pas transmettre à la suivante. Ces thèmes rencontrent aujourd'hui une actrice dont la propre vie a été façonnée par la maternité, la peur, l'amour, les soins et le deuil. L'héritage de Sandra Bullock comprendra toujours Speed Miss Detective de Blindside et Gravity. Pourtant, la continuité la plus profonde remonte plus loin. Enfant, elle circulait dans les ateliers de costumes et les coulisses entourant le travail lyrique de sa mère. Elle a vu la préparation avant la lumière, la discipline, avant les applaudissements et l'effort privé sous la performance publique. Des décennies plus tard, après le succès, la trahison, le traumatisme, la maternité et la mort de l'homme qu'elle appelait l'amour de sa vie, elle est revenue au travail avec une compréhension différente de ce que le succès pouvait exiger d'une vie et de ce qu'il n'avait pas le droit de lui prendre. Au moment de son retour, Sandra ne semblait plus mesurer la lumière à l'intensité avec laquelle elle la trouvait. Ce qui comptait, c'était de savoir si le travail pouvait s'accorder avec la vie qu'elle avait protégée ses enfants, la mémoire de Brian et les limites qu'elle avait apprises à défendre. Practical Magic 2 n'efface pas les années passées loin des projecteurs, ni les pertes qui les ont façonnées. Il ramène ces années dans le travail. Son retour compte parce qu'il est choisi, organisé autour de sa famille et qu'il n'est plus confondu avec la preuve qu'elle a toujours sa place. Hollywood fait toujours partie de la vie de Sandra Bullock, mais ce n'est plus l'endroit où chaque question sur cette vie doit trouver réponse. Personne n'atteint 62 ans sans porter avec soi des gens, des lieux et d'anciennes versions de soi-même. L'histoire de Sandra ne se termine pas avec une femme assise dans une maison remplie uniquement de souvenirs. Elle se poursuit avec une artiste qui choisit de retravailler sans abandonner la mère et la partenaire qu'elle est devenue au-delà de l'écran. Si Sandra Bullock vous a fait rire, pleurer ou vous a fait sentir moins seul, partagez la performance qui vous a marqué le plus longtemps. Que votre commentaire devienne un hommage à une femme qui a appris que retrouver sa lumière ne signifiait pas laisser le deuil derrière elle. Cela signifiait y ramener l'amour dans le monde.